Coucou! On se retrouve. Ouais, nouvelle vidéo. Petite vidéo sympathique. On espère que vous allez bien d'ailleurs. Aujourd'hui, petite vidéo sur un petit personnage Un petit personnage. que Joris n'apprécie pas trop de ce que j'ai compris. C'est pas que je l'apprécie pas, c'est que... On sort d'un endroit et on s'est dit qu'on allait vous en parler. Et donc on va vous parler petit happening. Paul Poiret. On vient de faire l'exposition Paul Poiret au musée des Arts Déco. N'hésitez pas à aller la voir. Oui, elle est quand même très intéressante. Si vous voulez aller la voir. On a fait une vidéo sur Instagram qui sera sortie au moment où cette vidéo sort. Non, elle sort le lendemain. Et en plus, normalement, maintenant, j'ai de la Wi-Fi chez moi. L'épisode sera publié à l'heure. Eh ben écoute, je te propose qu'on entame directement l'entrecôte. Et bah, c'est parti. Je vais vous parler de ce grand personnage qui est Paul Poiret. De son vrai nom, Paul-Henri Poiret. Il est né en 1879 à Paris, dans une famille de commerçants drapiers. Ça va forcément le placer directement et assez vite dans un univers de tissus de textiles et surtout de bourgeoisie urbaine. Très important. C'est très important, retenez bien ça. Adolescent, il va fabriquer des vêtements sur des mannequins en bois et il va commencer ensuite à croquer, par faire des croquis et les vendre à Paris. C'est notamment grâce à ça qu'il va faire la rencontre d'ailleurs de Jacques Doucet en 1898, puisqu'il va tout simplement être le dessinateur de Jacques Doucet. Début des années 1900, il passe tout simplement chez Worth, que demander de plus. On lui confie les modèles les plus simples, adaptés à une vie urbaine, moderne, avant tout simplement de décider d'ouvrir sa propre boutique en 1903 à Aubert, en plein cœur de la belle époque. À partir de là, Poiret construit un personnage autant qu'une maison de couture. Ses mémoires et les témoignages de ses contemporains évoquent un homme brillant, égocentrique, si on a pu le voir. Enfin, on le connaît pas, mais pendant l'expo. Excessif, qui aime les bons mots autant que les grandes réceptions. Ça, pour le coup, les grandes réceptions, ça y allait. Il organise des fêtes spectaculaires, soigne la décoration de son hôtel particulier, fréquente des artistes et des comédiens, et met en scène sa vie comme un prolongement de ses créations. C'est un peu un influenceur. Il était déjà sur Instagram. Ouais, c'était déjà... Mais vraiment, il faisait lui les trends. Exactement. La presse, en particulier la presse états-unienne, s'empare très vite de cette figure flamboyante. Il est sacré par elle comme le King of Fashion et il est affublé de surnoms comme le Magnifique ou le Pacha de Paris. On dit vraiment long sur le personnage, qui souligne à la fois son style orientaliste et sa démesure. Dans l'historiographie de la mode, Paul Poiret aujourd'hui apparaît comme une figure charnière. D'un côté, il pousse très loin la structure orientaliste, imaginaire, festif, caractéristique de la belle époque. Pantalon de harem, jupe entravée, manteau perçant, turban, couleurs vives, grande soirée costumée. De l'autre côté, il rompt avec le corset, simplifie la coupe, privilégie le drapé et la fluidité pour amorcer une silhouette bien plus moderne, qui va annoncer surtout les années 1910-1920. C'est à ce sens que du coup, beaucoup de personnes vont le catégoriser ou le classifier en tant que grand couturier de l'orientalisme de la belle époque et l'un des premiers véritables modernistes de la mode. Cette vision est hyper paradoxale parce que comment est-ce qu'il a fait justement pour être cette grande personne, le grand pacha, qui était égocentrique au possible, qui était déjà dans les prémices de la Les mode et aujourd'hui. influenceurs sont du... C'est vraiment un influenceur, genre. Et qu'en fait, il va chuter. On va avoir l'après-guerre, en fait, qui va imposer une autre idée de la modernité qui va être plus sobre et surtout beaucoup plus fonctionnelle. Et ça va trancher, avec ce que lui avait mis en place. Bah, il s'est fait happer par la tendance. Eh ben, il s'est pas fait happer par la tendance, justement. C'est vrai. Il s'est fait happer par la tendance belle époque, et après, bah, on l'a plus revu. Au tournant du 19e siècle, Paul Poiret se construit contre la silhouette dominante, donc de la belle époque, celle du corset en S, qui projette la poitrine en avant et les hanches en arrière, avec les faux culs notamment. Dès 1906, avec des modèles comme la Vague ou plus tard la robe Joséphine, il remonte la taille juste en dessous de la poitrine, allège considérablement les jupons et conçoit des robes qui, en principe, peuvent se porter sans corset rigide, ce qui rompt avec la taille étranglée et le buste armaturé du 19e siècle. L'historiographie aujourd'hui nuance le récit, un petit peu héroïque de Paul Poiret qui a aboli le corset, puisque d'autres comme Madeleine Vionnet ou des mouvements de réforme y contribuaient aussi et avaient déjà anticipé le retrait du corset. Et aussi parce que quand on observe les comportements vestimentaires, beaucoup de clientes continuent à porter des gaines ou des soutiens-gorge qui structurent encore le corps et l'enferment dans une cage. Poiret reste quand même l'un des premiers à associer sa griffe à celle de l'abolition du corset et de la libération de la silhouette en sablier. Donc c'est quand même une figure importante de ce mouvement-là, mais c'est pas la seule figure. Non. Mais il faut nuancer le côté un petit peu de l'inventeur. Elle sort
pas de nulle part cette idée-là, quoi. Non. Cette rupture n'est pas seulement idéologique, elle passe par un geste technique précis. Poiret privilégie des coupes simples, souvent construites à partir de pièces de tissu triangulaires, qu'il drape autour du corps, plutôt que de les mouler par un patternage complexe. Joris l'a bien observé sur les robes lorsqu'on a fait l'exposition. Ces robes et manteaux s'inspirent de vêtements perçus comme exotiques pour les gens de l'époque. Donc kimono japonais, kaftan, djellaba, robe empire et tunique antique, qui l'orientent vers des volumes tubulaires ou cylindriques, la suppression de la taille marquée et une grande continuité du tissu du haut en bas. On est souvent sur des pièces qui sont faites d'un tissu. À l'inverse de la couture du 19e siècle, fondée sur l'architecture interne, il cherche à obtenir la forme par la qualité du drapé, la position de la taille, les pinces minimales et la répartition du volume, ce qui donne une silhouette colonne caractéristique des années 1910. C'est vrai que pour le coup, c'est vrai que ça, on peut pas lui retirer. Des silhouettes d'une taille. C'est des silhouettes que moi j'aime pas du tout, je pourrais pas porter ça. Comme d'habitude, un homme ne se fait pas seul, donc Paul Poiret ne se fait pas seul. Il y a un dicton d'ailleurs qui dit « Derrière chaque homme se cache une femme ». Et c'est Denise Poiret. Elle va arriver dans la vie de Paul Poiret tout au début de l'ascension de sa maison. Donc vraiment, elle est là dès le début. Elle avait la vision. Reine, genre. Et d'ailleurs, Denise Poiret ne va pas seulement être la femme de Paul, puisqu'elle va devenir sa muse, son modèle privilégié, et surtout le mannequin principal sur lequel il pense ses nouvelles silhouettes. Sa grande minceur, sa grande hauteur, ses épaules étroites et sa démarche souple correspondaient parfaitement aux lignes fluides, aux décorsetés que Paul Poiret voulait mettre en lumière, au point que de nombreuses robes sont non seulement pensées et coupées sur elle, avant d'être même proposées à ses propres clientes. Dans ses mémoires, comme dans des récits postérieurs, Poiret va décrire sa petite Denise comme étant l'incarnation de son style, de son art, de sa mode. Un corps manifeste qui prouve, par sa simple apparition, qu'une femme peut se passer du corset, porter des coupes droites, des pantalons de harem et des manteaux persans, sans perdre en fait toute l'élégance mondaine parisienne. C'est quand même dingue de se dire ça, de se dire que tu perds de ton éclat si tu portes autre chose. Recontextualisation, les sociétés. Oui, bien sûr. Enfin, effectivement, c'est problématique. C'est hyper problématique. On est dans un problème structurel, pas un problème personnel. Oui. Ce rôle, il va littéralement dépasser l'atelier, puisque Denise accompagne son mari dans les soirées les plus vues, les bals costumés qu'il organisait et les voyages pour la promotion de ses designs d'ailleurs. Elle apparaît d'ailleurs sur de nombreuses photographies, dans des reportages de magazines illustrés ou des portraits mondains. Elle avait un peu son Forbes. D'ailleurs, sur ces portraits mondains, elle est souvent habillée des tenues les plus radicales, de manière entre guillemets à faire circuler et imposer la vision Poiret. D'ailleurs, sa présence à ses côtés dans tous ces events, enfin c'est des réceptions et des dîners, c'est pas juste... Bon, c'est des events, juste à l'ancienne. Et d'ailleurs, la croisière aux États-Unis va contribuer à fixer l'image Poiret, un créateur icône, un style de vie aussi qui est total, et où le corps de Denise est attribué en tant que presque d'égérie marketing de la marque avant l'heure. Par contre, son rôle va rester longtemps invisibilisé dans tous les récits historiques qu'on peut avoir. On n'avait qu'à pas être une femme aussi à un moment donné, ça y est. Denise, tu pouvais t'appeler... L'Orient de Poiret, c'est avant tout un décor, beaucoup plus qu'un lieu géographique précis. Ses collections multiplient les références au phénomène du harem, au sultan, aux odalisques et aux contes des mille et une nuits, avec des jupes culottes, des jupons entravés, qui forcent d'ailleurs une démarche minuscule, des tuniques lampions ou minarets, des turbans et des caftans. Les couleurs sont extrêmement vives et saturées, les broderies et les motifs foisonnent, et il se met lui-même en scène en tant que pacha lors de ses fêtes, comme la 1002e nuit, où il demande à ses invités de venir costumés en orientaux, transformant cet Orient fantasmé en véritable théâtre social parisien. Cet orientalisme s'inscrit pourtant pleinement dans la modernité du XXe siècle. Poiret va puiser des ressources, des imageries, des objets, des inspirations, des textiles dans des musées, dans des expositions universelles, qui circulent d'ailleurs massivement grâce à la photographie et à l'imprimerie. Merci Nuremberg. Nuremberg, c'est le procès des nazis. Il travaille avec des artistes comme Raoul Dufy sur des imprimés hyper colorés. Il va exploiter les tissus produits par des manufactures beaucoup plus modernes et fait diffuser ses silhouettes orientales par des portfolios, des lithographies, des photographies, la presse de l'époque. Parce qu'il n'y a pas Instagram malheureusement. Non, pourtant je pense qu'il aurait fait carton quoi. Il aurait adoré Instagram. Je suis sûr il aurait kiffé. Il aurait été là. Je suis sûr qu'il aurait fait des lives. Il aurait construit tout un univers autour de live. Et là on va parler de son truc préféré à la petite Poiret.
vrai. Les ballets russes. Effectivement, lorsque les ballets russes de Diaghilev arrivent à Paris en 1909-1910, c'est un choc esthétique auquel Poiret n'est pas prêt, mais auquel il est vraiment sensible. Les décors et costumes de Léon Basque, pour Cléopâtre notamment, Sherazade ou Le Spectre, imposent sur scène des couleurs extrêmement vives et violentes, très saturées, avec des contrastes inattendus, des imprimés d'inspiration orientale et des silhouettes souples, drapées, qui rompent avec la rigueur classique des ballets d'académie. Les historiens et historiennes soulignent que même si Poiret a tendance à minimiser ses influences dans ses propres travaux, la parenté est extrêmement frappante. Son goût pour les turbans, pantalons de harem et compagnie, et les harmonies chromatiques fauvisme s'inscrivent directement dans le sillage de cette révolution scénique menée par Bach. Parallèlement, Poiret va développer un intérêt très conscient pour les avant-gardes décoratives et les arts appliqués, en particulier à travers ses collaborations textiles. Donc, t'en as parlé, sa relation avec Raoul Dufy est vraiment emblématique justement de cet intérêt pour autre chose que le vêtement. Ils vont créer ensemble, autour des années 1910, un atelier d'impression surnommé la Petite Usine, où Dufy dessine des motifs, grave des planches de bois et expérimente des impressions sur soie et des cotonnades destinées aux robes et aux manteaux du couturier. Les imprimés de Dufy, donc les aplats graphiques, les bestiaires stylisés, les scènes de plein air, les motifs inspirés de toiles de Jouy, mais tout ça extrêmement saturé de couleurs vives inspirées de l'orientalisme, s'accommode parfaitement avec les silhouettes dessinées par Poiret et participe à faire de ses vêtements des supports privilégiés des recherches de l'avant-garde de l'époque. Plus largement, avec l'atelier Martine que Poiret fonde, il va y intégrer des jeunes dessinatrices. Il va aussi faire des recherches sur le papier peint, les tapis, les tissus d'ameublement dans son même univers Poiret, brouillant la frontière entre le textile de mode et les arts décoratifs et positionnant donc sa maison au cœur des expérimentations modernistes. À partir des années 1910, Poiret, il a compris quelque chose, c'est qu'il faut amener à ce que ces silhouettes soient un peu plus imposées. Il doit donc inventer une nouvelle manière de les montrer. Et dans ce contexte, il va organiser le 24 juin 1911 la fameuse fête, la 1002e nuit, souvent décrite comme un moment où la mode a basculé du côté du spectacle. Plutôt qu'un simple bal mondain, il conçoit une soirée entièrement scénarisée où les invités deviennent, malgré eux, les mannequins de la maison. Sachez que toutes les soirées, les petits machins, les petits trucs, les soirées d'influenceurs et compagnie, ça date pas d'hier, c'est pas le Poiret. Ne croyez pas que les experts en communication ont inventé quelque chose. D'ailleurs, pour cette présentation, il va transformer entièrement son hôtel particulier en décor de conte oriental, jardin illuminé, avec des petites lanternes, tapis, tentures, coussins, cages dorées, parfums dans l'air. Tout était fait pour évoquer quelque part un certain fantasme de l'Orient. C'est-à-dire que d'ailleurs, l'invitation, elle a un dress code. Puisqu'on est au Met Gala. Précurseur, on a dit. Donc, costume persan obligatoire, robe minaret, des manteaux brodés, et tout ça sont des créations de Paul Poiret. Le bal se transforme littéralement en catalogue de la maison. Denise Poiret va encore une fois servir les maisons et assouvir les besoins fantasmés de son mari. Elle va être mise en scène dans des grandes cages dorées, telle une favorite du harem, entourée de dames d'honneur, images spectaculaires qui cristallisent à la fois l'orientalisme du créateur et l'usage du corps féminin comme support de sa mythologie. En fait, ce qui va se jouer là, ça va bien plus que dépasser la simple modernité. La 1002e nuit fonctionne comme un proto-défilé. Au lieu d'aligner des mannequins sur un défilé, sur un runway, sur un catwalk, Paul Poiret va laisser circuler des corps libres, vêtus de ses créations, dans un dispositif contrôlé, un parcours à travers les salons, à travers les jardins, il y avait des jeux de lumière, de la musique, il y a littéralement des moments où il va y avoir des personnes qui vont être figées pour créer des tableaux réels, humains. C'était le mannequin challenge. C'est limite lui qui a créé les réseaux sociaux. Hein. Ces soirées à Paul Poiret sont largement relayées par la presse, par les photographies, de sorte que l'événement lui-même devienne une image à consommer autant qu'un souvenir mondain. Ce travail de marketing qu'il y a. C'est vraiment en ça qu'il a un apport important à la mode. C'est pas tant ce qu'il faisait comme création, c'est la manière dont il pensait la manière de faire une maison. C'est la manière dont il le faisait, c'est ça. Les historiens et historiennes de la mode soulignent que cette approche marque un basculement radical dans l'histoire du costume et du show. Avant Poiret, les défilés étaient des présentations discrètes pour des clientèles particulières, souvent dans les ateliers ou dans des salons privés.
Ici, il les rend dans une certaine mesure publiques, puisqu'il invite énormément de monde. Il les rend aussi théâtrales en les intégrant à des événements sociaux mondains qui génèrent du buzz, si on peut employer un vocabulaire contemporain, et du désir collectif. La fête ne vend pas seulement des belles robes, elle crée une mythologie autour de la maison Poiret, donc on est vraiment dans le concept du storytelling extrêmement utilisé aujourd'hui en marketing, où le vêtement est indissociable de l'expérience, préfigurant d'ailleurs les activations de marques actuelles, avec notamment les pop-up et les expériences immersives. En orchestrant ainsi la visibilité de sa maison, Poiret pose les bases d'un marketing qui mêle art, spectacle et commerce, transformant la mode en un langage vivant qui s'adresse autant aux yeux qu'au corps. Poiret est d'ailleurs l'un des premiers couturiers à penser sa maison comme une marque au sens moderne, avec un nom, une signature visuelle et un univers total cohérent. D'ailleurs, sa griffe était énorme. Il appose très tôt son patronyme sur la maison, sur les papiers à lettres, les factures, les boîtes, les étiquettes, de manière à faire de Poiret un signe de reconnaissance en soi. L'installation de sa maison dans son hôtel particulier de l'avenue d'Antin, entièrement aménagé par l'architecte Louis Su, va dans le même sens. Salon d'essayage, jardin-théâtre, mobilier, tapis, paravent, tout est conçu comme un showroom total, comme aujourd'hui vous pouvez le voir dans les maisons. D'ailleurs, il faut trop que j'aille à la nouvelle boutique Saint-Laurent, avenue Montaigne, où l'on entre dans un univers Poiret, la multiplication de ses activités, couture, parfum dont on parlera, atelier Martine, art décoratif, renforce cette logique de marque globale avant l'heure, où un même nom garantit un style, une atmosphère et une certaine idée de la modernité et de la manière de vivre. Poiret, c'est pas tant ses vêtements qui sont intéressants, c'est vraiment ce qu'il a fait autour de sa marque. Cette construction va aussi passer par l'image imprimée. Dès 1908, Poiret va commander à Paul Irib un album de planches au pochoir, intitulé Les robes Poiret, tiré sur beau papier et envoyé aux grandes clientes, au cercle mondain, comme un objet de luxe en soi plus qu'un simple catalogue. C'était Sofia Coppola avant Sofia Coppola. Quelques années plus tard, il va renouveler en fait ce truc là de pochoir avec Georges Lepape pour l'album Les grandes choses de Paul Poiret, où les silhouettes allongées, les aplats de couleurs et le graphisme très art déco traduisent son style vestimentaire dans un courant plutôt avant-garde. Ces portfolios auxquels participent notamment des personnalités comme Raoul Duffy ne servent pas seulement à montrer des modèles, ils installent vraiment Poiret dans un statut d'auteur à part entière, vraiment au croisement de la couture et des arts, en alignant sa figure comme étant un peintre ou un illustrateur. En travaillant ainsi son image à travers divers objets, il construit l'idée que la maison Paul Poiret n'est pas uniquement un atelier à robes, mais une entité artistique, dotée d'un imaginaire, d'un style graphique et d'une signature reconnaissable. Au moment où sa maison atteint une certaine puissance, Poiret va plus du tout attendre les petites parisiennes, etc. Il va décider de s'exporter lui-même. Donc dès 1911, il part en tournée avec donc Denise Poiret, sa femme, en voiture à travers l'Europe. Il va organiser dans chaque ville des modèles de présentation, dans des hôtels, dans des salons ou même des ambassades. En 1913, il va même pousser la logique jusqu'à New York, où il va montrer ses collections et aussi dans d'autres grandes villes avec les mannequins de sa maison, comme une sorte de défilé itinérant qui préfigure très clairement ce qu'on appellera bien plus tard des trunk shows. Le couturier se déplace avec ses robes, ses corps, ses récits, pour vendre du luxe français à une clientèle internationale. Ces mannequins parades, mélange de défilés, de réceptions mondains et spectacles qui va permettre de vendre les modèles, de prendre des commandes, mais aussi de créer un imaginaire tout autour de la maison Poiret, dans des lieux où des boutiques n'existent pas. Cette stratégie s'appuie sur un usage très conscient des médias de son temps. Poiret sait que la presse illustrée et la photographie peuvent démultiplier l'impact de sa maison, de ses fêtes et de ses tournées. Il invite journalistes, photographes, laisse publier des reportages sur ses voyages et se met en scène lui-même entouré de ses mannequins et de ses clientes en tenue de sultan ou de dandy moderne. Il fait aussi appel à de nouveaux outils de diffusion. Dès 1911, certaines sources de l'époque signalent l'utilisation de la photographie pour photographier ses collections portées par des mannequins, ce qui est alors une innovation dans la présentation de la mode. Parallèlement, les magazines de mode français et états-uniens publient régulièrement des images de ces modèles, des dessins d'Irib ou de Lepape et des portraits de Poiret, contribuant à construire une figure de couturier qui maîtrise parfaitement sa propre image. C'est la starification. En combinant tournée avec ses mannequins, presse illustrée, photographie et autopromotion, Poiret invente ainsi avant l'heure une forme de marketing international du luxe où la maison n'est plus seulement un lieu, mais une histoire et un visage qui circulent à travers l'Europe et l'Amérique. Il est l'un des premiers à comprendre l'importance du
storytelling et de la visibilité médiatique dans la construction d'une marque de mode. D'ailleurs, quand Poiret lance les parfums de Rosine en 1911, il n'a pas pour objectif de créer juste un produit dérivé, il prolonge sa couture dans l'olfactif. La société, baptisée du prénom de sa fille Rosine, est une véritable maison de parfumerie intégrée à l'Empire Poiret avec un laboratoire et une usine à Courbevoie qui comprend aussi un atelier de verrerie et de cartonnage pour fabriquer les flacons. Poiret va collaborer avec des parfumeurs comme Maurice Chaleur ou Henri Almera, tout en s'impliquant dans le choix des noms, des thèmes et de la mise en scène des flacons. On a pu les voir, d'ailleurs, ils sont présents au musée des Arts Déco. Oui, ils sont très très jolis. Ils considèrent que chaque parfum doit exister comme une petite œuvre où le nom, la bouteille, l'étiquette, la boîte et les ornements racontent une histoire, comme le ferait un de ses vêtements. Les flacons de Rosine sont parfois dessinés par des artistes. Les parfums Rosine installent surtout une idée fondatrice, celle d'un univers olfactif cher à son couturier. Matrice de ce que feront Chanel, Dior ou encore Saint-Laurent, Poiret est largement représenté par les historiennes et historiens de la parfumerie comme le premier couturier à créer sa propre marque de parfum autonome, bien avant Chanel numéro 5 qui était en 1921, même s'il choisit de ne pas faire figurer son nom. D'ailleurs, c'est très original. Très original pour le coup, et qu'il a décidé de le mettre à sa fille. Ça veut dire quand même, il estimait quand même sa fille par rapport Elle à avait l'autorisation d'être à son égal. Les fragrances, elles avaient toutes un nom qui allait correspondre à une collection, un univers, enfin en tout cas à quelque chose qui était très cher à Poiret. Je vais vous en dire quelques-uns. Nuit de Chine, Aladdin, Shakyamuni, Harlequinade. Sachez que les parfums à l'époque déjà ça sentait très fort. Ceux qu'on a eu, on pouvait les sentir. Ouais. Ça sentait déjà assez fort, mais c'était un peu trop moderne, je trouve. Enfin, je trouve qu'on retrouvait pas ce qu'on retrouvait à l'époque. Elle servait à parfumer et servait autant à parfumer les salons et les tissus que parfumer ses clientes. De sorte qu'on rentre chez Poiret par l'odeur autant que par le vêtement. En associant ainsi couture, flacon, décor, publicité et parfum dans un même récit de marque, ce qui semble totalement logique aujourd'hui, Poiret invente le principe même de l'empire du parfum, de la mode, de la maison de luxe. Le parfum d'ailleurs comme porte d'entrée dans un univers de style plus accessible mais codé. Modèle que les maisons du XXe siècle vont en grande majeure partie reprendre. Poiret ne se contente pas d'habiller des corps, il veut façonner des intérieurs, des objets, des gestes quotidiens. C'est là que se déploie sa dimension déco, art, lifestyle. En 1911, il fonde les ateliers Martine. C'est un ensemble qui réunit une école, un atelier et une boutique dédiée aux arts décoratifs. L'école accueille surtout des jeunes filles issues des milieux modestes, invitées à dessiner librement des motifs décoratifs. Les meilleurs dessins sont ensuite repris par les ateliers pour devenir des textiles, des papiers peints, des tapis, des céramiques, des luminaires. Voilà, donc encore une fois, le vol chez les étudiants, c'est pas nouveau. C'est Poiret qui l'a Les pièces Martine habillent ensuite des appartements entiers, rideaux, fauteuils, tapis, papier peint, créant autour de la clientèle Poiret un décor cohérent qui fait écho aux imprimés et aux couleurs de ses robes. Et présente ces décors lors d'expositions, notamment autour de 1913, puis à l'exposition des arts décoratifs de 1925, pour laquelle il affrète 3 péniches sur le bord de la Seine, où il présente l'ensemble de son univers. Ces catalogues illustrés montrent déjà ses robes, posées dans des pièces très travaillées, comme si le vêtement nécessitait un certain type de chaise, de rideaux, de tableaux pour faire sens, ce qui lie directement mode et intérieur. On peut ajouter à cela l'univers du parfum de Rosine, des flacons, des boîtes, mais aussi des projets d'espaces de réception et de restauration qu'il développe autour de sa maison et qui prolonge cette logique d'un art de vivre global. L'ensemble compose ce qu'on appellerait aujourd'hui un lifestyle brand, influenceur lifestyle. Poiret, il va pas seulement vendre une silhouette, il va vendre une manière d'habiter, de décorer, de recevoir, d'embaumer son intérieur, alignant ses tissus d'ameublement sur les robes, les flacons sur des motifs, les meubles sur les lignes de ses vêtements. Des historiennes et historiens soulignent que cette volonté de créer une œuvre totale est vraiment précurseur sur la logique de diffusion moderne qu'on a aujourd'hui, où les maisons de couture, elles vont décliner un même imaginaire en prêt-à-porter, en parfum, en décoration, hôtel, restaurant, là où ses contemporains se concentrent encore sur l'atelier et la clientèle. Poiret imagine déjà la maison de couture comme un producteur d'univers, un opérateur d'art de vivre, ce qui en fait un ancêtre direct des stratégies de marque globale des grandes maisons actuelles. En revanche, quand la guerre éclate en 1914, le système Poiret se brise net. Il est mobilisé et affecté comme tailleur militaire, chargé notamment de rationaliser la confection d'un manteau de soldat, plus rapide à produire, ce qui l'éloigne de son atelier pendant plusieurs années. Sa maison, privée de son chef, est fragilisée
fragilisé par le contexte économique de guerre, survit difficilement en produisant surtout des modèles plus simples pour une clientèle réduite, tandis que ses investissements lourds, hôtels particuliers, atelier Martine, parfums de Rosine, continuent de coûter extrêmement cher. À son retour vers 1919, il retrouve une entreprise déjà extrêmement endettée et un marché profondément transformé. La Première Guerre mondiale a déplacé les priorités, fait entrer massivement les femmes dans le travail et rendu indécent un certain type d'ostentation. Surtout, la silhouette de Paul Poiret paraît soudainement hyper datée. Il continue de proposer des formes spectaculaires, des drapés inspirés toujours de l'Orient et de ses costumes, avec des tissus riches et des volumes encombrants. Comme si la belle époque n'était pas finie. Et en face, on a Chanel et d'autres jeunes maisons qui s'imposent sur des lignes beaucoup plus discrètes, plus sobres, plus fonctionnelles, plus sportives. Tailleur en jersey, robe droite raccourcie, couleurs sombres comme le noir, pensée pour une femme qui travaille, qui marche, qui conduit, qui voyage. Les historiennes et historiens insistent sur ce décalage. Paul Poiret reste fidèle à un imaginaire de fêtes et de costumes, là où l'après-guerre réclamait une mode de mouvement et de pragmatisme et ce refus d'ajuster vraiment ses formes à la nouvelle norme, combiné à une gestion financière hasardeuse, accélère le déclin de sa maison jusqu'à sa fermeture en 1929. Dans les années 1920, la machine Poiret, déjà fragilisée par la guerre, se grippe complètement. Il continue de multiplier les entreprises sans jamais ajuster son train de vie, ni vraiment rationaliser la gestion de sa maison. Ses créations se vendaient moins bien, dans un contexte où Chanel et d'autres imposent une mode plus sobre. Ses associés et financeurs se lassent d'un couturier perçu comme dépensier et peu attentif aux comptes. À la fin des années 20, sa maison est lourdement endettée. En 1929, Poiret quitte l'entreprise. Son stock de vêtements étant liquidé de manière brutale, il est vendu au kilo, une image souvent reprise par les historiennes pour mesurer la violence symbolique de cette faillite. Après la fermeture, la trajectoire de Poiret prend un tour presque misérable. Il tente certains projets, mais il ne retrouve jamais ce qu'il avait, puisqu'il ne trouve ni le capital, ni l'appui médiatique qu'il avait au début, ni même la clientèle qui avait fait sa gloire avant la Première Guerre mondiale. Séparé de Denise et affaibli financièrement, il vit de petits boulots, notamment comme peintre de rue à Paris, où il vend des dessins aux clients des terrasses de café, loin de ces fameuses fêtes de l'avenue d'Antin. Il meurt en 1944 en pleine période d'occupation en France. Son nom à cette époque est largement tombé dans l'oubli, au point que certaines sources de l'époque rapportent qu'il aurait fallu l'aide d'anciennes personnes l'ayant fréquenté, comme Elsa Schiaparelli, pour financer son enterrement. C'est un détail qui accentue encore le contraste entre ce fameux roi de la mode et la fin discrète d'un homme laissé de côté par un système qu'il avait pourtant contribué à inventer. De l'héritage de Poiret, il reste d'abord une silhouette, ainsi qu'une manière de construire le vêtement. Sa pratique du drapé, des coupes simplifiées, des volumes tubulaires ou en colonne, sans corset, est largement reconnue comme l'un des points de départ de la mode moderne. Une silhouette fluide, allongée, libérée de l'armature du corset, qui va ouvrir la voie, on le disait, aux années 1910-1920. Il va rester aussi tous ces dispositifs de présentation, les fêtes spectacles, la parade des mannequins, les albums illustrés. Tout ça a installé l'idée qu'une collection doit être une mise en scène, doit être racontée, doit être photographiée, plutôt que d'être montrée sur un simple cintre. Même si on est en train d'y revenir. Enfin, son articulation de la couture avec le parfum et les arts décoratifs a posé très tôt le modèle de maison totalisante, où un même nom va signer une robe, un flacon, un papier peint, un mobilier, où le couturier devient un symbole et un synonyme d'auteur, ou un couturier star, dont la personne incarne la marque. Les maisons actuelles prolongent et amplifient nombre de ces intuitions. Lorsqu'une marque comme Dior ou Chanel associe défilés spectacles, storytelling, parfums emblématiques, décoration, hôtels, restaurants et collaboration avec des artistes contemporains, elle travaille exactement dans le sillage du lifestyle brand imposé par Poiret. Un univers total, décliné sur tous les supports possibles. La figure du directeur artistique auteur, entouré d'illustrateurs, de photographes, de plasticiens, qui conçoit des décors monumentaux, des campagnes visuelles et des objets livres, prolonge sa manière de collaborer avec Irib, le pape, Dufy et les décorateurs de Martine pour fabriquer une image complète de la maison. Aujourd'hui encore, les historiens et les expositions rétrospectives insistent sur cette double postérité. Poiret comme pionnier d'une mode libérée et moderniste et comme prototype du créateur marque qui pense la mode comme un art de vivre avec toutes les ambiguïtés que cela implique en termes de marketing, de spectacle et de rapport au pouvoir symbolique. L'orientalisme de Poiret ne flotte pas dans le vide esthétique, il est pris dans un mouvement très précis, celui de l'histoire coloniale
française. Au tournant du 19e siècle, la France est une puissance impériale qui administre une grande partie du nord de l'Afrique, ainsi que de l'Afrique subsaharienne et de l'Indochine. Et l'Orient devient ainsi un immense réservoir d'images, de récits et d'objets mis à disposition des artistes via les expositions universelles, les musées, les cartes postales, les pantalons de harem, les jupes entravées, les robes persanes, les motifs pseudo-ottomans ou arabes de Poiret s'inscrivent dans ce dispositif. Ce sont des fragments de vêtements, d'ornements, de scènes de harem recombinés pour fabriquer un Orient de luxe destiné à une élite parisienne blanche, sans que les cultures, sources, les couturières ou les artisans qui ont inspiré ces formes-là ne soient jamais nommés ou rémunérés. C'est précisément ce que permet de mettre en lumière Edward Said dans l'orientalisme. Il décrit l'orientalisme comme un monde de représentation qui fige l'Orient en objets exotiques, sensuels, archaïques, que l'Occident se donne le droit d'interpréter, de décrire ou encore de consommer. Bien évidemment, au service de sa propre personne. Lu avec ses outils, Paul Poiret apparaît comme un producteur de fantasmes, orientaliste. Ses vêtements et ses fêtes donnent à ses clientes un imaginaire de participer, entre guillemets, au harem, ou à tout cet imaginaire, en fait. Un ailleurs codé comme sensuel et dangereux. Mais tout en renforçant l'idée implicite d'une France moderne, rationnelle, conquérante, qui maîtrise le restyling de cet Orient à son gré. Ses recherches sur des costumes ottomans, persans ou maghrébins se traduisent dans les faits par une extraction de motifs, de techniques et des images qui deviennent des signes de distinction sociale pour un public métropolitain coupé des conditions de production coloniale dont il procède. Et c'est là que la notion d'appropriation culturelle est utile pour relire son œuvre. Les historiens et historiennes de la mode montrent comment ces harems, ces jupes sultans et ces ensembles pseudo-turcs brouillent les frontières de genre et de classe pour les femmes européennes. Mettre un pantalon de harem en 1911, c'est transgresser des normes de respectabilité, mais au prix d'une invisibilisation presque totale des femmes et artisans pour qui ces vêtements étaient au départ des tenues ordinaires ou rituelles. Les sarouels et djellabas, qui dans leur contexte d'origine renvoient à des hiérarchies de genre, de race, à l'esclavage ou à la pauvreté, deviennent des objets de jeu pour les clientes de Poiret. L'exotisme sert ici à produire un frisson de luxe en convertissant un ailleurs en un capital symbolique pour quelques femmes blanches de la haute société. Dans le vocabulaire de Saïd, c'est un cas typique de discours orientalisant. L'Orient n'est pas traité comme un ensemble de sujets, mais comme un décor pour les expérimentations esthétiques et identitaires de l'Occident. Poiret ne pense pas comme un théoricien du colonialisme, mais son travail participe de cette fabrique de l'Orient. Il crée des images et des silhouettes qui confortent l'idée d'un Orient éternel, féminin, sensuel, disponible, que l'on peut mettre pour une soirée et quitter ensuite. Un privilège qui est radicalement asymétrique. Les critiques féministes et post-coloniales d'ailleurs soulignent que même lorsqu'on célèbre son rôle dans la libération du corps, cette libération repose sur la possibilité pour certaines femmes d'endosser temporairement une altérité racisée sans en subir les conséquences. Ce qui est au cœur des débats actuels sur l'appropriation culturelle dans la mode. Le récit classique veut que Paul Poiret abolisse le corset et libère le corps féminin. Mais l'histoire, elle est bien plus compliquée. Le mouvement de réforme vestimentaire commence à partir du 19e siècle avec des militants du rational dress, des médecins, des créatrices qui dénoncent les effets du serrage extrême et ont expérimenté des silhouettes bien différentes bien avant. Au tournant du 20e siècle, plusieurs lignes vont coexister. Corset droit, prétendument plus hygiénique, gaine soutien-gorge naissent, tunique inspirée de l'antique, autant de dispositifs qui vont déplacer la contrainte plutôt que de la régler. Quand Poiret remonte la taille et allège les jupons, il s'inscrit dans le continuum plus qu'il ne le crée ex nihilo. Et la plupart de ses clientes continuent d'utiliser des sous-vêtements structurants sous ses robes, même si le corset baleine classique recule. La libération reste dans de nouvelles normes très strictes. La silhouette Poiret exige une grande minceur, une poitrine peu volumineuse, une taille haute, des hanches contenues. Les gaines, les brassières et régulateurs de silhouette se reconfigurent pour créer ce nouveau corps naturel au prix d'autres formes de contention. Les analyses contemporaines montrent que ce qui va changer, c'est pas seulement l'outil
outils, donc c'est pas seulement le corset, mais l'idéal corporel. On passe d'un sablier armuré à une colonne affinée, tout aussi codée et contrôlée, qui exclut d'ailleurs les corps dits gros, courbés, handicapés ou simplement différents de la norme bourgeoise. Bon, ça n'a pas trop changé, je pense. D'où la question, qui a réellement accès à cette liberté? Sur le plan social, la cliente type de Poiret est une femme bourgeoise ou aristocrate, parisienne ou internationale, qui peut se permettre de commander des robes coûteuses, de fréquenter les bals, les croisières, les stations balnéaires, où ses silhouettes font sens. Les ouvrières, employées, paysannes, femmes racisées, des colonies ou des quartiers populaires, continuent largement de porter des vêtements plus robustes, conservateurs ou uniformisés, et restent ainsi soumises à d'autres contraintes qui limitent très concrètement leur choix vestimentaire. Sur le plan racial, la figure de la femme libérée que fabrique Poiret est exclusivement blanche, occidentale, pouvant jouer avec les codes orientaux sans en subir les stigmates que supporterait dans le même vêtement une femme nord-africaine colonisée. Quant à la morphologie, les mannequins et muses qui incarnent cette émancipation, considérés comme harmonieux par l'élite culturelle, ce qui produit une hiérarchie naturellement faite pour la liberté, et d'autres encore et toujours destinés à la contention. Paul Poiret va apparaître comme une figure ambivalente. Il a été l'un des premiers à comprendre que la mode pouvait être un langage total, qui enveloppe le corps, les intérieurs, les odeurs, les images, et à inventer des outils que les créateurs utilisent encore de nos jours. Mais ce génie formel s'est développé dans le cadre colonial, capitaliste, extractiviste, qui continue de structurer l'industrie. Son orientalisme nourrit des imaginaires racistes, sa libération du corps reste réservée à certaines personnes, sa culture de la fête qui anticipe un système de consommation vorace, qui, un siècle plus tard, pèse lourd sur les travailleurs et sur le vivant. Parler de Poiret, c'est donc moins célébrer un héros que regarder en face un ancêtre encombrant, celui qui a donné à la mode quelques-unes de ses armes les plus puissantes pour faire rêver, et qu'il faut aujourd'hui réarmer autrement si l'on veut que ce rêve ne se fasse plus jamais au détriment des mêmes corps et des mêmes territoires. Et ben voilà, c'est fini. On espère que cette petite vidéo sur un personnage quand même important de la mode, mais qui dans la manière dont il a fait les choses n'était pas forcément la meilleure, en tout cas pour notre regard très contemporain de la situation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter, en tout cas présenter son histoire, pouvoir aussi apporter un regard critique, parce que c'est important justement de pouvoir critiquer les personnes de ce milieu-là. Et d'ailleurs, faut pas oublier non plus tout ce travail de mémoire qu'il faut faire aussi, et aussi de montrer en fait tout simplement que dans la mode, ça a été aussi construit par des billets coloniaux, racistes, homophobes, grossophobes, ou tout ce que tu veux en fait, et que ça vient pas d'un point de vue contemporain ou du siècle dernier, non, ça remonte à bien plus longtemps. C'est important de s'en souvenir. Donc en fait, tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui font partie d'un problème structurant qui est hérité de la manière dont la mode s'est construite, et c'est pas juste à cause d'une personne en particulier, même si bon, Bernard Arnault peut aller se faire foutre, mais c'est vraiment lié à une histoire dans la manière dont ça s'est construit depuis au moins le XIVe siècle, et notamment avec des personnages comme Paul Poiret, qui n'est pas responsable de la situation. C'est un personnage qui a participé à la construction d'un prisme. Il est structurant, c'en est pas la structure. Exactement. Et écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, c'est pour ça que je l'aime pas d'ailleurs, j'aime pas faire tous ces trucs. On vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, rendez-vous dans un hôtel particulier, on fait un thème spécial. Et on vous fait des bisous.